Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Le bonheur. Nous sommes au 19e siècle, dans la mine. À 37 ans, Gontran de Marincourt recommençait sa vie à zéro, même si on continuait à l'appeler Monsieur le Comte. Car, fût-il ruiné, un Monsieur le Comte restait toujours un Monsieur le Comte. La seule chose qu'ils ne pourront jamais m'enlever, pensait-il souvent. Il avait eu la jeunesse normale d'un enfant de son époque et de sa condition. Élevé dans le domaine familial par une nourrice qu'il adorait, il avait dû croiser ses parents une vingtaine de fois. À 12 ans, on l'avait déposé dans un pensionnat. Il n'y avait pas reçu la moindre visite durant ce qu'il était convenu d'appeler ses humanités. Le latin, le grec l'avaient barbé. Aussi avait-il passé ses nuits à étudier les sciences, par intérêt et par esprit de contradiction. À 18 ans, il s'était installé à Paris où son père avait daigné lui octroyer une pension qui lui aurait permis de vivre décemment. Il avait profité pleinement des fêtes parisiennes qui caractérisèrent les dernières années du Second Empire. Entre autres passe-temps, il avait obtenu un diplôme d'ingénieur des mines. Lorsqu'il avait appris la mort de ses parents dans un stupide accident, il n'en avait ressenti aucune tristesse. On ne s'attendait d'ailleurs pas à ce qu'il en ressente, vu la manière dont on lui avait annoncé la nouvelle. Il s'était retrouvé du jour au lendemain seul maître après Dieu de cet immense domaine qu'il n'avait plus connu depuis l'enfance et où il avait décidé de s'installer. La propriété était tenue par un intendant impitoyable qui passait ses jours à persécuter les paysans. Il l'avait immédiatement congédié. Des mois durant, il avait apprécié l'énorme popularité que ces paysans lui témoignèrent pour cette décision pleine d'humanité. N'ayant aucune expérience dans le domaine agricole, il leur avait fait confiance. Petit à petit, les recettes avaient baissé. On lui avait expliqué que c'était normal. Toute sa vie, il reverrait ce brave cultivateur lui susurrer fataliste. « Nous avons vécu une année de mauvaise récolte. Ce sont des choses qui arrivent. Nous ne sommes pas maîtres de la nature. » La philosophie de cet homme lui avait plu. Il n'en avait pas demandé davantage. Il avait également ignoré les paroles de ses amis qui l'incitaient à la méfiance. « Ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, tu les croiras. » « Oui, avait-il répondu sincère. Il les avait libérés d'un être immonde. Pourquoi l'aurait-il grugé ? 3 ans plus tard, il avait failli se marier avec une demoiselle de petite noblesse qu'il aimait et qui semblait l'apprécier. Tout à coup, il avait appris que le mariage était rompu. La belle lui avait expliqué que ses parents s'étaient renseignés sur sa situation pécuniaire et avaient découvert à quel point elle était catastrophique. Il s'était rendu chez son notaire qu'il avait convaincu d'emprunter. Ne comprenant rien à la finance, il était tombé dans les mains de requins qui, avec la complicité du notaire depuis toujours opposé à la noblesse, avaient achevé de le ruiner. Finalement, un bourgeois lui avait proposé de tout racheter pour lui permettre de repartir à zéro. Zéro était le mot exact. L'argent lui avait permis de payer ses dettes et d'éviter le déshonneur d'une condamnation, mais il ne possédait plus un sou. Pour se venger, il eut une petite aventure avec la fille de son bienfaiteur usurier. Lorsque le père l'avait appris, il avait éloigné immédiatement sa progéniture. Ruiné, Monsieur le Comte n'était pas un parti intéressant. Incapable de garder son sang-froid au moment des adieux, Gontran, devenu sincèrement amoureux, s'était mis à insulter le père de la jeune fille, mettant en évidence la noblesse de son lignage. Curieusement, la belle avait pris le parti de son paternel, et un malin plaisir à expliquer au jeune homme que ces paysans étaient responsables de son infortune. Son père n'était peut-être qu'un roturier, mais il n'avait pas été long à découvrir leur ruse pour dissimuler l'argent qu'il lui devait et que Gontran avait été incapable de réclamer. En un mois, lui dit-elle, mon imbécile de père, comme vous dites, a réussi à décupler les revenus de votre domaine. Si vos ancêtres avaient été aussi nuls que vous, vous ne seriez pas comte, monsieur le comte. Adieu. La famille d'Aimé travaillait cette terre depuis la nuit des temps. Il leur semblait que la famille n'avait jamais rien connu d'autre. Aimé aimait cette existence fruste mais agrémentée de fêtes et de jours de congé. Oh bien sûr, ils n'étaient que de pauvres paysans, mais cette terre les nourrissait. Ils n'en demandaient pas davantage. Quoique depuis quelque temps, Aimé devait affronter un petit problème.
Leurs nombreux enfants étaient tous en excellente santé. Bon, certes, il s'agissait plutôt d'une bonne nouvelle, mais ses conséquences avaient des inconvénients imprévus. Autant qu'ils se souviennent, la plupart de ses frères et sœurs étaient morts en bas âge. Selon le témoignage de ses parents, il en avait toujours été ainsi. Lui avait la chance de ne déplorer la mort d'aucun enfant. Naturellement, ils grandissaient, et il fallait les nourrir. Mais leur terre, elle, ne grandissait pas. Subvenir aux besoins des siens devint de plus en plus difficile. « Et pourquoi n'essayes-tu pas la mine ?» lui demanda un jour un de ses amis. « Mais qui cultivera la terre ?»« Vas-y pendant les mois d'hiver. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, Aimé se présentait à la mine et offrait ses services. Au début, la dureté du travail et le manque d'air faillirent avoir sa peau. Le premier jour, il fut à 2 doigts de s'enfuir. Il tint bon grâce à des compagnons qui lui expliquèrent qu'à la longue on s'y faisait. À la fin de la semaine, il fut tout heureux de revenir à la ferme avec sa première paye. Il y retourna les semaines suivantes. Certes, le travail était très dur, mais sa famille mangeait à sa faim et l'argent leur permettait même quelques petits extras inimaginables jusque-là. De plus, comme le lui fit remarquer son épouse, ses revenus les mettaient définitivement à l'abri d'éventuelles mauvaises récoltes. Grâce à son titre, Gontran trouva facilement une place comme ingénieur des mines. Son patron était fier d'avoir un comte sous ses ordres, et c'était toujours avec un immense plaisir qu'il lui lâchait « Dites comte !» avant de lui donner ses instructions. Par contre, les ouvriers continuaient à l'appeler Monsieur le comte, comme à la glorieuse époque. Ce métier lui convenait à la perfection. Le gouvernement des hommes, sa famille l'avait dans le sang depuis les croisades. Finalement, faire mouvoir le peuple dans la mine ressemblait étrangement à le diriger sur un champ de bataille. Le travail était pénible et il fallait savoir se montrer intraitable pour que les ouvriers accomplissent ce pourquoi ils étaient payés. Mais il fallait aussi éviter qu'ils ne partent. Et contrairement à ses ancêtres, Gontran ne disposait pas de la peine de mort pour désertion devant l'ennemi. Il devait donc manœuvrer avec intelligence et diplomatie. À l'époque, le grand problème à la mine était la pénurie de main-d'œuvre. Pour vaincre, il avait établi un plan qui s'étendrait sur plusieurs années, faisant l'admiration de son patron. « Vous avez de la suite dans les idées, comte ?» lui lâcha-t-il. « Gérer le temps, une tradition familiale », lui répondit froidement Gontran. Il lui parlait toujours froidement. Oh, certes, les hasards de la fortune et la trahison de ses paysans l'avaient mis sous les ordres de cet homme. Il n'empêchait que M. le comte s'octroyait le droit de le mépriser. Il n'était pas du même monde et ne le serait jamais. Cela dit, il devait reconnaître que son patron s'en moquait éperdument. Seul lui importait l'argent que Gontran lui rapportait. Il regardait son patron comme un parvenu. Celui-ci devait le considérer comme une fin de race. Puisqu'ils ne s'estimaient pas, n'avaient pas les mêmes valeurs, ils pouvaient travailler l'un pour l'autre avec confiance. Exposer sa stratégie était une chose, l'appliquer en était une autre. Première partie du plan, M. le comte devait discuter avec chaque ouvrier. Habilement, il choisit le moment de la paye. Il vit arriver Aimé et lui demanda la permission de lui parler. Il s'exprimait toujours avec une extrême correction. Plus la personne était de basse extraction, plus elle appréciait cette politesse. Malgré la difficulté des temps, il représentait la noblesse. Il s'agissait pour lui de ne jamais l'oublier. Il prit Aimé à l'écart et demanda s'il connaissait des gens susceptibles de travailler dans la mine. « Cela vous permettrait de rendre service à la société et à un ami », ajouta le comte. Comme Gontran s'y attendait, Aimé ne connaissait personne. « Vous n'avez pas d'enfant que ce travail pourrait intéresser ?» L'autre le regarda perplexe. Monsieur le comte continua. « Leur petite taille leur permet de se glisser dans des endroits où les adultes ne peuvent se rendre. Mais c'est très dur comme boulot. Une question d'habitude. Naturellement, ils toucheraient la même paye que vous. De toute façon, s'ils ne le supportent pas, rien ne les oblige à continuer. » Aimé promit de réfléchir. « Prenez tout votre temps, » conclut Gontran. Songeur, Aimé entra dans sa maison. Le pot-au-feu réussit à peine à atténuer sa mauvaise humeur. Il transmit à son épouse la proposition de la mine. Bien sûr, s'il y allait avec ses 5 garçons, cela multiplierait leurs revenus, mais ce travail était si dur. On demanda aux mômes ce qu'ils en pensaient. Enthousiastes à l'idée de travailler comme papa, ils exprimèrent leur impatience d'y aller. Suivant l'avis de sa femme, Aimé décida de faire un essai avec les 2 aînés. Le lendemain, il présenta fièrement ses 2 enfants à M. le comte, qui fut, comme à l'accoutumée, d'une courtoisie extrême. « Que sa politesse vous serve d'exemple !» articula Aimé. Les enfants travaillèrent et firent l'admiration de leur père.
Le soir, pour les récompenser, il les emmenait au bistrot. Pour la première fois de leur vie, ils rentrèrent saouls à la maison. Leur mère sourit. L'ivresse aidant, les deux aînés présentent leur journée comme une épopée. Les autres enfants n'attendaient que le jour où ils pourraient y aller. Bientôt, les 5 garçons d'Aimé travaillaient à la mine. Leur revenu augmentait, mais moins que prévu, car leur travail provoquait une soif et un énorme besoin de détente. Le bistrot, d'abord une exception, devint une habitude qui réunissait le père et ses fistons. Se retrouvant seule avec ses 2 filles dans une demeure devenue trop grande, l'épouse d'Aimé n'avait plus beaucoup de travail à la ferme. Elle avait l'impression de ne plus dominer son petit monde. Elle les voyait partir tôt le matin et les retrouvait tard le soir, chaque fois un peu plus saouls. Fatigués, ils restaient souvent silencieux durant tout le repas, et lorsqu'ils parlaient, elle ne pouvait participer à leur conversation. Elle avait la détestable impression qu'une barrière s'installait progressivement entre les hommes et les femmes de sa famille. Elle demanda à son mari si, par hasard, il n'y avait pas du travail pour les femmes à la mine. Devant la perplexité d'Aimé, elle exprima son malaise. Fatigué, il le prit mal, et les épouses disputèrent. Le lendemain, il en parla à monsieur le comte, qui lui promit de voir s'il pouvait faire quelque chose. Quelques jours plus tard, il lui dit qu'il avait trouvé un boulot pour elle dans la première galerie. Mais elle gagne moins. C'est normal, le boulot est moins dur, ajouta-t-il. Le lendemain, toute la famille se rendit au charbonnage. Cela dura tout l'hiver. Puis, quand le moment des semences arriva, ils retournèrent à la terre. Tel était justement le problème de Gontran. Dès qu'il y avait du travail dans les champs, il lui devenait impossible de trouver de la main-d'œuvre. La production de charbon baissait et les clients commençaient à s'en plaindre. Ils n'étaient pas les seuls. Le directeur de la mine aussi s'impatientait. « Je déteste perdre de l'argent bêtement. J'espère que votre plan marchera, surtout si l'on considère ce qu'il me coûte. » Monsieur le comte avait commandé la construction de petites maisons agrémentées d'un petit jardin. La deuxième partie de son plan consistait à convaincre les paysans de loger là tout l'hiver plutôt que de retourner chaque soir chez eux. Lorsqu'ils revinrent après les récoltes, Gontran proposa de les loger gratuitement. Le temps de trajet économisé serait divisé en 2, la moitié pour se reposer et l'autre moitié à la mine. Ainsi, ils pourraient travailler plus longtemps, gagner plus d'argent et se divertir davantage. Cette idée les séduisit au-delà de ce que monsieur le comte avait pu espérer. La famille d'Aimé trouva sa nouvelle maison magnifique. Monsieur le comte les y installa personnellement. Toute la famille travailla à la mine et l'argent rentrait. Par contre, ils constatèrent avec un peu de déception que les prix avaient augmenté, notamment au bistrot. Aimé en parla à monsieur le comte qui intervint aussitôt et les fit baisser. Lorsqu'il l'invita à boire une tasse de café pour le remercier, l'ingénieur avoua qu'il avait un problème. Voilà, expliqua-t-il. Le directeur a décidé de faire venir des Belges pour vous remplacer pendant que vous vous occuperez des récoltes. Ils s'installeront ici? Demanda l'épouse d'Aimé, courroucée à l'idée de voir son intérieur occupé par des étrangers. Je crains même que le directeur ne leur propose d'y demeurer toute l'année. Je suis très ennuyé, mais je risque de ne pas pouvoir vous reprendre l'année prochaine. Que peut-on faire? Demanda Aimé. Monsieur le comte lui proposa, en échange d'une prime, de demeurer ici toute l'année. Oui, mais la terre, vous pouvez la vendre. Cela constituera un petit pécule pour vos vieux jours. Nos cousins seraient intéressés, intervint son épouse. Gontran continua. Le travail ici est peut-être un peu dur, mais il est sûr. Aucun risque que des intempéries ou des inondations ne vous ruinent du jour au lendemain. À la mine, il n'y a ni grêle, ni sécheresse. C'est un métier d'avenir que nous vous offrons. Pensez à vos enfants. Bon, je vous laisse réfléchir. Il se leva, baisa la main de la maîtresse de maison, la remercia pour le café, qu'il avait trouvé excellent, et s'en alla, après avoir chaleureusement serré la main d'Aimé. « Vous me manqueriez, » lui avoua-t-il sur le pas de la porte. La famille discuta toute la nuit. Le plus réticent était Aimé. Son épouse était partisane de rester. L'aîné, qui avait trouvé une petite copine, partageait cette opinion. Finalement, ils décidèrent de prêter leur terre à leur cousin pour une année. L'an prochain, ils verraient. Tôt le matin, Aimé alla dire à monsieur le comte qu'ils acceptaient sa proposition. À la fin de la saison, ils constatèrent que tout le monde avait dû choisir et dire adieu à ceux qui avaient décidé de ne pas suivre leur exemple. Aimé eut un petit pincement au cœur en les voyant partir vers les récoltes. Monsieur le comte les prévint que le directeur voulait parler à ceux qui avaient pris la décision de rester. Ils se rassemblèrent dans la cour de l'usine. Le directeur monta sur une caisse. À sa droite, le comte.
Ils attendirent que tout le monde soit là. Le patron leur parla pour la première et la dernière fois. Mes chers amis, vous avez choisi de travailler ici et je vous en félicite. Ceux qui ont préféré partir en avaient le droit et je leur suis reconnaissant du travail qu'ils ont accompli. Sachez que je respecte leur choix. Quant à vous qui avez décidé de rester, pour vous prouver que vous avez eu une bonne idée, je vous annonce que tous les hommes adultes sont augmentés de 10 centimes. Un tonnerre d'applaudissements accueillit ces paroles. Il continua. Ce n'est qu'un début. Naturellement, les maisons que vous occupez et que les dames ont si merveilleusement décorées vous sont acquises. Elles seront vôtres tant que vous resterez parmi nous. Le produit du petit jardin vous appartient également. Et maintenant, au travail! Ils s'en retournèrent joyeux à la mine. L'année suivante, ils vendirent leur ferme afin d'aider l'aîné qui venait de se marier qu'il fallait installer. Aimé et son épouse divisèrent le pécule en 7 parts, une pour chaque enfant. Aimé s'habitua de plus en plus au bistrot et devint un petit vieillard ivrogne. Son épouse s'épuisa très vite. Les prix augmentèrent, mais cette fois M. le comte n'intervint plus. Oh d'ailleurs, il n'était plus aussi accessible qu'auparavant. Ce n'est plus possible, je dois garder les distances afin que les nouveaux ne prennent pas de mauvaises habitudes, avait-il dit en guise d'excuse à Aimé qui l'invitait à boire un café. Tous leurs enfants se marièrent avec des mineurs, fondèrent des familles de mineurs et ça dura plusieurs générations. Aimé ne revit jamais sa chère terre que les cousins de sa femme continuaient pourtant à cultiver. Seulement, il n'avait jamais le temps d'aller les voir. Le soir, M. le comte n'oubliait jamais d'observer l'équipe de jour sortir de la mine. Hommes, femmes et enfants, tous plus noirs les uns que les autres. Chaque fois il souriait en songeant ce qu'ils devaient être heureux, les paysans qui servaient mes ancêtres. De temps en temps, il murmurait à leur intention « Vous avez ce que vous avez voulu ». Sa voix était triste. Il ne goûtait même pas sa vengeance, car lui aussi vieillissait très vite dans ce charbonnage.